Ravi de vous retrouver sur le plateau de Mobility TV avec encore une fois un sujet passionnant et l'avenir des constructeurs automobiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une double actualité récente autour de cette thématique. Évidemment, la nouvelle stratégie de Renault et la fusion Stellantis. On va avoir les yeux dans les étoiles, notamment aujourd'hui avec nos invités sur le plateau. Soyez les bienvenus. Franck Dansaert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes vice-président Capgemini Vente France, responsable du secteur auto. José Bagdad est là également. Bonjour, responsable du secteur auto chez PwC. Et Flavien Neuvy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire CTLM de l'auto. Double actualité, je le disais, avec Stellantis, avec Renault. On va commencer par Stellantis parce que c'est vraiment l'actualité la plus récente, cette fusion donc entre PSA et Chrysler Fiat. Est-ce que d'abord, selon vous, Franck Dansaert, c'est un accord historique ? Vraiment, est-ce qu'il faut peser la force et la puissance de cet accord ? Moi, je pense que c'est effectivement un accord historique. Deux constructeurs de cette taille qui fusionnent, ça n'arrive pas tous les jours. Et ça met également en lumière l'impératif pour les constructeurs automobiles d'atteindre une taille critique face aux investissements qu'ils ont à réaliser. On est face à un certain nombre de disruptions dans le secteur automobile, des investissements qui deviennent colossaux, des contraintes réglementaires importantes. Et ça va un peu dans le sens de l'histoire. Et c'est un excellent mouvement de groupe PSA et du groupe Fiat, je trouve. Excellent mouvement, en effet. Accord historique, d'accord, mais peut-être un accord nécessaire, indispensable à la survie et au développement du secteur automobile par le prisme de ces marques-là. En effet, comme il vient d'être souligné, la taille compte aujourd'hui dans l'automobile, plus que jamais, pour à la fois peser afin d'investir à bon escient dans la transformation du secteur, l'électrification, la voiture autonome en particulier, mais aussi pour pouvoir peser dans la distribution de demain, dans la nouvelle mobilité et être précurseur, donc demander à être assez gros pour pouvoir continuer à innover. Alors c'est vrai que ça représente tout de même 14 marques. Il va y avoir une densité de production de voitures normalement exponentielle. 9% du marché, enfin, il y a énormément beaucoup de chiffres. Quatrième constructeur, là, pour le coup, est très vraisemblablement sur le podium dans quelques temps. C'est important, mais est-ce que tout le monde est satisfait au même niveau, selon vous, Flavien Neuvy, dans ces accords ? Parce que j'ai l'impression qu'en Italie, par exemple, par rapport à ce qui se dit, on est moins content qu'en France. Par exemple, notamment par rapport à l'organigramme aussi, qui a été établi tout récemment. Alors d'abord, il faut rappeler quand même que c'est une fusion amicale. C'est-à-dire que c'est très important. Vous savez, les rapprochements d'entreprises, ça peut être des OPA hostiles, des rapprochements hostiles. Là, il s'agit d'une fusion amicale. Donc déjà, la tonalité est quand même un peu différente. Évidemment, quand on parle de fusion entre égaux, il y en a toujours l'un des deux qui prend le leadership. Et là, en l'occurrence, Carlos Tavares va être le patron du nouvel ensemble. Donc évidemment, côté italien, il peut y avoir le sentiment que Fiat échappe un peu à l'Italie. Je pense qu'en réalité, c'est un nouveau géant d'industrie automobile, un géant européen. Côté français, évidemment, on peut se féliciter d'avoir un groupe comme celui-ci qui va consolider ses positions en Europe et qui va pouvoir préparer l'avenir. Parce que pour l'industrie automobile, on est à un moment extrêmement critique, compliqué. La crise économique qui fait plonger les ventes, effectivement les contraintes réglementaires, des investissements massifs, électrification des véhicules, tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Et au fond, on a un nouveau groupe qui aura les moyens de se développer. Pour PSA aussi, ce qui est intéressant, c'est de mettre un pied aux États-Unis, avec Chrysler, avec des marques très importantes, avec Jeep, des ventes qui sont quand même globalement plus rentables, avec des gros véhicules. Donc voilà, tout l'enjeu, au fond, ce sera pour le nouveau groupe de pouvoir faire cette fusion de façon opérationnelle très rapide et très efficace. Carlos Tavares a quand même réussi le rachat d'Opel en un temps record, donc on peut dire qu'il a l'expérience nécessaire pour réussir ce type d'opération. Sa personnalité, son opiniâtreté aussi, démontre qu'il est possible de faire des choses et de belles choses avec beaucoup d'ambition. On parlera d'ailleurs des objectifs dans quelques instants, mais parlons des acquis et peut-être des points faibles de cet accord Stellantis. Tout à l'heure, je m'amusais en parlant des étoiles, mais parce que ça veut dire briller d'étoiles, Stellantis. C'est ça que cela veut dire. Est-ce qu'on peut briller d'étoiles quand on a, par exemple, des faiblesses comme Fiat, qui peut en être une dans la corbeille de la mariée ?
De toute façon, je pense que si cette opération se fait, c'est qu'il y a un constat quand même qu'il y a des marges de progrès. Je pense qu'au-delà, effectivement, des défauts des uns et des autres, parce qu'on en a tous, hein, je pense que le groupe PSA comme le groupe FCA ont des forces et des axes de développement. Je pense que c'est surtout cette dimension, cette complexité de mise en œuvre qui va être un vrai challenge. Et c'est là que, effectivement, il va y avoir une différence qui peut se faire. Et notamment, ça va être le talent managérial pour effectivement faire que cette transformation... Ça peut se transformer en usine à gaz aussi, non? Le talent managérial, justement, il y a beaucoup d'ego, il y a aussi des cultures peut-être un petit peu différentes. Je crois que la clé, elle est peut-être là, au-delà de l'aspect uniquement mercantile et économique. Mais complètement, et c'est l'interview qui a été donnée hier par Carlos Tavares. Hein. Il explique un peu cette dimension humaine et managériale, et je pense que c'est un gros enjeu, au-delà effectivement d'un autre challenge, qui est cette fusion, en fait, cette nouvelle culture à construire autour des deux groupes. Hein. La cheville ouvrière, le maître d'œuvre, c'est Carlos Tavares. Dites-nous quelques mots sur la personnalité de ce patron, qui est peut-être finalement dans le secteur automobile aujourd'hui le meilleur, on peut le dire. Ouais, le patron, on peut dire que c'est le patron. On connaît peut-être moins le patron de Toyota, qui aussi a beaucoup de succès, mais fait moins connu en Europe. Toyota pèse moins aussi, peut-être aujourd'hui. Numéro 1 mondial, Toyota. Oui, mais sur la transformation, absolument, oui. Mais effectivement, je pense que l'atout principal de ce rapprochement, c'est Carlos Tavares. Oui. Il a une personnalité qui est d'abord tournée avec une passion pour l'automobile, une vraie passion. Il connaît ça sur le bout des ongles. Et donc, ça fait une différence quand on est un entrepreneur, et il est un vrai entrepreneur, pour appliquer des règles, des changements, des transformations, parce qu'il sait les conséquences que ça va avoir d'un point de vue très opérationnel jusqu'à la ligne de production. Et donc ça, c'est un vrai atout pour Stellantis. Et puis, il a cette volonté d'aller vite, d'exécuter. Ce n'est pas un politique en interne, il a une volonté, certes, de rassembler, mais avant tout d'exécuter le plan très ambitieux qu'il a. Et peu de managers aujourd'hui ont ces qualités-là. Alors, avec deux objectifs, et on en parlera aussi pour Renault dans quelques instants, vous en avez d'ailleurs un petit peu parlé, Flavien Devis, c'est réussir l'électrique avec toutes les marques donc, de Stellantis désormais, trouver des accords peut-être aussi supplémentaires avec les GAFA pour être toujours dans la technologie, et puis surtout peut-être essayer de gagner le marché chinois, le marché asiatique. Oui, alors... Parmi les points d'interrogation ou les enjeux majeurs, effectivement, et les défis que devra relever le nouveau groupe, il y en a plusieurs. Il y a effectivement, mais c'est un peu lié, là, je vais en donner deux qui sont liés. C'est effectivement de défragiliser un peu le chiffre d'affaires d'un point de vue géographique, parce que c'est un groupe qui est extrêmement dépendant de l'Europe. Alors, quand l'Europe va, tout va, mais c'est sûr que quand on est présent sur de nombreux continents et qu'on a un mix des ventes qui est diversifié sur le plan géographique, ça défragilise en quelque sorte votre modèle, parce que s'il y a une zone géographique qui est affectée sur le plan économique, il y en a peut-être une autre qui se porte mieux. Donc là, aujourd'hui, le groupe est très dépendant des ventes en Europe, et donc du coup, en Chine, c'est un véritable enjeu, parce que le marché chinois est un marché qui... Alors, il a bien résisté en 2020, malgré la crise sanitaire. Les perspectives sont encore très intéressantes à moyen long terme, et donc les ventes se sont effondrées. PSA, c'est moins de 50 000 ventes l'année dernière en Chine. Donc il y a un potentiel qui est important, mais c'est un groupe qui a beaucoup reculé, qui subit de plein fouet la concurrence des constructeurs chinois qui sont vraiment devenus très performants, à la fois bien sûr d'un point de vue compétitif en termes de prix, mais aussi sur la qualité des modèles. Donc la concurrence chinoise, elle est très forte. D'ailleurs, elle se déplacera à mon avis assez rapidement hors de Chine. Donc c'est vrai que c'est un des points d'interrogation pour le nouveau groupe. L'intégration, etc. sont des enjeux qui sont majeurs, mais c'est vrai que la diversification géographique des ventes, à mon avis, c'est le point d'interrogation majeur. Exactement. Et est-ce que c'est un objectif réalisable quand on s'associe de cette manière-là? Est-ce que vous pensez que c'est déjà l'objectif majeur en effet, mais est-ce que c'est un objectif réalisable? Je pense que c'est un objectif réalisable, mais ça demande quand même une certaine rigueur et une certaine méthode. Il y a des groupes, notamment je pense à un groupe allemand là, qui a eu une vraie stratégie sur le repositionnement de ses marques et la vraie complémentarité qu'il peut y avoir sur les différents marchés. Je pense qu'il y a un travail effectivement de rationalisation, de repositionnement des marques pour faire en sorte que ça donne 1 + 1 = 3, on va dire, et qu'il n'y ait pas de recouvrement. Donc il y a une vraie stratégie à avoir au niveau des marques, au niveau national, pour jouer cette complémentarité, je pense. Ouais. Et il ne faut pas donc louper aussi le pari de la technologie, du service à l'intérieur des véhicules. Oui, alors... Pour Stellantis aussi, donc évidemment. Et bien entendu. Après, la stratégie de M. Tavares est plutôt de dire, je ne veux pas être le leader dans la transformation technologique, je veux pouvoir être l'excellent exécutant d'une
une stratégie qui aura démontré ses preuves, d'une innovation qui aura démontré ses preuves ailleurs. C'était le cas pour l'électrification. Il ne voulait pas être pionnier comme l'a été, on parlera tout à l'heure certainement de Renault. Bien sûr. Mais il a tout de suite suivi, et aujourd'hui, la i208, d'autres modèles qui vont sortir sont plutôt des succès à la fois de modèles et puis technologiques. Donc, une volonté d'investir, mais investir bon escient pour ne pas être le précurseur, essuyer les plates, mais opérationnaliser la transformation. Peut-il embarquer toutes les marques qui composent maintenant Stellantis, les 14, dans cet objectif-là? C'est ce qu'on vient de dire. Il va falloir rationaliser le positionnement de chacune des marques, à la fois sur un positionnement géographique, mais aussi sur premium, marque grand public, marque vraiment bas de gamme, on va dire. Et puis, les technologies embarquées en fonction de ce positionnement. Donc, c'est toute la matrice qu'il va falloir faire. Et certaines vont aller beaucoup plus vite vers l'électrique. Voilà, c'est ça. Électrique seulement. Il y a des marques qui seront peut-être moins bien servies que d'autres. Oui, parce qu'on ne peut pas investir partout et que oui. la bascule vers le tout électrique va prendre encore quelques années. C'est qu'en 2030, on aura certainement des modèles qui seront systématiquement uniquement électriques. Donc, il y a encore des années pour positionner et on va vendre encore beaucoup de thermiques d'ici là. Ça, c'est une certitude, effectivement. Alors, il y a des choses qui sont inexorables, c'est certain, mais on va encore vendre beaucoup de thermiques. Voilà pourquoi, là aussi, Renault doit arriver à composer le thermique, l'électrique, la technologie, et faire donc ça Renault-lution. Hein, c'est ça, c'est ce que dit, enfin, c'est ce que dit Lucas Desmaisons. Je reprends cette contraction, en tout cas cette terminologie. Évoquons le cas de Renault, et donc finalement d'une nouvelle stratégie. Et là aussi, comme on le disait tout à l'heure pour Stellantis, c'était indispensable, obligatoire, de renouveler la stratégie de cette manière-là? Oui, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que la stratégie précédente, elle avait quand même été portée par Carlos Ghosn, qui n'est plus le patron du groupe Renault, et donc évidemment, nouveau patron et nouvelle stratégie. Mais la deuxième raison, à mon avis, est plus importante encore, c'est que cette stratégie de course au volume, en quelque sorte, a été mise en place dans un contexte hyper porteur pour l'industrie auto. C'est-à-dire, je rappelle juste ce chiffre, c'est qu'entre 2009, au moment du point bas après la crise financière, et 2019, on a des ventes au niveau mondial qui ont progressé de 50%. Donc quand vous êtes sur une croissance aussi forte dans un laps de temps aussi court, c'est la course à la part de marché, donc il faut faire des volumes. Et donc cette stratégie, même si derrière la marge à la voiture vendue, la marge opérationnelle n'est pas celle qui pouvait être imaginée à un moment donné, comme vous faites des volumes, vous faites tourner les outils de production, ça va bien. On est dans un contexte aujourd'hui où effectivement on voit bien que ce sera plus compliqué à l'avenir et on n'est plus dans cette dynamique de croissance, même si on se projette à horizon 2025 ou 2030. On ne fera pas plus 50% d'ici 2030. Donc ça veut dire que aujourd'hui, Renault va se repositionner avec des véhicules sur lesquels il gagnera plus d'argent. En tout cas, c'est l'objectif affiché. Et puis le deuxième enjeu, à mon avis, c'est que Renault, qui avait pris un coup d'avance sur l'électrification des voitures avec Zoé, tout le monde se moquait, hein. Quand même, je le rappelle juste, à l'époque, quand Zoé est sortie, tout le monde ricanait un petit peu dans la profession. Ils avaient un coup d'avance. La question, c'est et maintenant? Parce que la concurrence s'intensifie, tout le monde s'y met. Si on prend un groupe comme Volkswagen, c'est 30 milliards, plus de 30 milliards d'euros d'investissement dans le 100% électrique d'ici 5 ans. Donc la concurrence va être féroce dans l'électrique. Donc voilà, c'est l'histoire, la suite de l'histoire, la Renault-lution de l'électrique, on attend la suite. La Renault-lution, on aime bien cette terminologie, effectivement. Alors, en effet, c'est un pari important. On a l'impression quand même que Lucas Desmaisons joue gros, car en effet, il y a toujours l'ombre de Carlos Ghosn sur Renault. Est-ce que la page est totalement tournée ou est-ce que finalement il y aura toujours une comparaison, selon vous, et qu'à chaque pas franchi, l'ombre de son prédécesseur planera au-dessus de sa tête? Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a une page de l'histoire de Renault qui est tournée avec l'arrivée de Lucas Desmaisons. Il y avait beaucoup d'attentes au niveau de l'ensemble de l'entreprise vis-à-vis de l'arrivée de Lucas Desmaisons. Je pense qu'il a fait un travail formidable en termes de mobilisation, de remobilisation de l'entreprise. Je pense qu'il y avait vraiment un questionnement sur ce que le groupe allait devenir, les orientations qui allaient être prises. Et je trouve que la présentation qui a été faite de Renault-lution le jeudi dernier était très claire et je trouve très rassurante dans les axes qui ont été donnés. Après, il y a toujours la question de l'exécution de la stratégie. Et je rejoins le point, il n'y a pas de bonne ou mauvaise stratégie, il y a la stratégie qui est adaptée à un moment particulier. Donc je pense que c'est la stratégie qui est adaptée au moment particulier, effectivement. Ouais, ça marche. Alors vous nous faisiez tout à l'heure le chapitre, José Bagdad, de belle manière. C'est pour ça que je vais vous reposer la question de la personnalité ou du style des dirigeants qu'était Carlos Tavares, qu'est Carlos Tavares. Est-ce que vous pouvez faire la même chose pour Lucas Desmaisons? Quel type de dirigeant, quel type de patron est-il pour bien comprendre aussi toute la philosophie de la stratégie Renault aujourd'hui? Alors, je
disais que Carlos Tavares adorait l'auto. Je pense qu'on peut aussi dire ça de Luca Di Meo. Il est passionné d'automobile et de l'histoire automobile. Ouais. On peut voir ce qu'il a pu faire sur Fiat et la Fiat 500, ce qu'il annonce sur la R5, la 4L, et donc remettre l'histoire de l'automobile au cœur des évolutions. Donc c'est un passionné d'automobile aussi. Et puis il a une qualité qui permet la transformation, la renouvelation. C'est pas un historique de Renault. Et donc il n'a pas cette histoire chargée à porter. Ouais. Il arrive avec ses idées et pour les appliquer. Et donc il ne doit pas se débarrasser de tel ou tel élément. Il est là pour construire quelque chose de différent par rapport à sa vision. Et donc c'est cette qualité-là qu'il met en avant, ce leadership-là de pouvoir affirmer une vision. Et après, là où il aura des difficultés certainement rencontrées, c'est comment rendre ça très opérationnel. Monsieur Tavares a montré qu'il l'avait fait. À Luca Di Meo de montrer qu'il va pouvoir le faire aussi dans un groupe qui a une histoire bien différente et une transformation interne très forte. Ça veut dire qu'il cherche une transition, Luca Di Meo cherche une transition marquée, tranchée par rapport au passé récent de Renault. Il est obligé, non? Je ne suis pas sûr que c'était sa volonté de vouloir dire je me débarrasse du passé. En revanche, il dit je veux construire l'avenir et donc je ne prends pas les contingences du passé pour construire cet avenir-là. Et je me projette sur ce qui est nécessaire pour Renault, être plus rentable et puis remettre les choses à plat. C'était un exemple pour illustrer ça. Dire que maintenant, en Formule 1, Renault ne sera plus Renault mais Alpine, c'est tellement basique, ça va tellement de soi parce que la marque qui est premium, c'est Alpine. Et donc dire qu'on doit communiquer autour d'Alpine semble une évidence. Donc il remet quelque part l'église au milieu du village en disant gardons les basiques à la fois de management mais aussi de stratégie et appliquons-les. La pérennité, le succès de Renault-Lucien passe sans doute avec les accords, comme avec Google notamment et Renault, avec les GAFA par rapport à la technologie. Ça, c'est évidemment indéniable, incontournable. Oui, alors, oui, je pense qu'il ne faut pas louper ce rendez-vous non plus. Je pense que le dirigeant de Renault en a conscience. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais d'un tournant stratégique important pour l'industrie automobile, de multiples défis à relever. Effectivement, il y a celui-là aussi, parce qu'à un moment donné, on évoquait la possibilité pour les GAFA de se lancer dans l'industrie automobile. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tous envie de construire des voitures, parce que ça coûte très cher et puis surtout c'est très peu rentable en fait. Quand on regarde la rentabilité des Google et autres, construire une voiture pour eux ça n'a aucun intérêt, ça dégraderait fortement leur rentabilité. Donc non, je pense plutôt qu'ils s'intéressent à l'objet voiture, à l'objet connecté, c'est-à-dire comment faire en sorte de générer de la plus-value, de la valeur ajoutée avec le conducteur quand il est au volant. Ça passe par de la connexion en permanence, de l'envoi de l'information et ça les intéresse. Et là les constructeurs, il faut qu'ils fassent attention parce qu'effectivement il ne faut pas qu'ils laissent passer le train parce que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, si eux ne mettent pas le bras dedans, s'ils ne s'en occupent pas, l'automobiliste se débrouillera tout seul. Voilà, et donc du coup, ils se passeront des constructeurs. Donc il faut qu'ils soient attentifs, mais je pense qu'ils l'ont compris, je pense qu'ils le savent de toute façon. Et dans certains domaines, on peut parler des alliances avec les constructeurs germaniques pour avoir l'ancienne cartographie de Nokia, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas non plus être dépendants uniquement de Google, par exemple, pour les cartes. Donc ils essaient de s'organiser, les constructeurs, justement pour pouvoir prendre une partie de cette valeur ajoutée à venir. Vous ne pensez pas qu'à terme, peut-être que ce n'est pas encore leur stratégie, mais ça viendra, qui sait, tôt ou tard, que les GAFA ne vont pas absorber ou avaler les constructeurs automobiles? Non, franchement, enfin... Je suis pas non, mais c'est un débat intéressant en tout cas, un échange d'idées intéressant. Quand on regarde il faut regarder les comptes des entreprises en fait. Il faut regarder ce qu'elles gagnent, quelles sont leurs rentabilités. Objectivement, se lancer dans l'industrie automobile aujourd'hui avec des marges opérationnelles telles que les constructeurs les sortent, et c'est très difficile de sortir une marge opérationnelle positive, les GAFA n'ont aucun intérêt à se lancer dans l'industrie auto. Non, ce qui les intéresse, eux, c'est justement d'aller chercher cette plus-value avec l'automobiliste, faire en sorte de récupérer de l'argent sur la connexion, sur ce qu'on va leur envoyer comme input dans la voiture. Quel est le projet le plus intéressant parmi l'actualité qui nous a rejoint donc récemment? Le projet, ou en tout cas le dossier Stellantis ou le dossier Renault? Qu'est-ce qui est le plus appétissant selon vous? Et le plus risqué? Alors le plus risqué, je ne sais pas. Ça, à nouveau, ça va dépendre de la capacité d'exécution. Moi, je trouve que les deux projets sont séduisants. J'aime bien Renault-Lucien parce que, ne serait-ce que la façon dont ça a été packagé, présenté, je trouve que c'était absolument lumineux. Le format de présentation était parfait. Et je trouve que dans cette présentation qui a été faite jeudi, il y a une sorte d'éducation au secteur automobile.
On a couvert tous les aspects, les aspects manufacturing, engineering, vente, etc. Tous les aspects ont été abordés de façon assez didactique et pédagogique, et je trouve que c'était une belle entrée en matière pour qui s'intéresse à l'automobile. Et il y a eu un bel effet d'annonce, en effet, puisque peu d'informations, ou même pas d'informations, ont filtré avant pour Renault, et donc la présentation a été plutôt réussie. Réussir un coup médiatique, c'est important aussi d'une certaine manière. Vous partagez ce sentiment aussi sur l'excitation du projet de l'un ou l'autre? Oui, alors c'est très bien présenté, et je trouve que ça nous évoque beaucoup d'histoire, ce qui était présenté avec Renaulution. Mais je dirais que c'est une transformation d'un groupe, c'est une stratégie, c'est un nouveau plan, comme tous les groupes peuvent en connaître tous les 3-4 ans. Le projet de Stellantis, le dossier Stellantis, c'est, on a dit, un rapprochement historique. C'est un rapprochement qu'on en connaît très peu finalement dans l'histoire industrielle. Et donc son exécution va être primordiale, la réussir. Quand on regarde ces dernières années, les grands rapprochements qui ont pu faire, beaucoup ont été des échecs. En tout cas, n'ont pas apporté la valeur qui était attendue. Donc on peut citer plein d'exemples, on a plein d'exemples en tête. Donc réussir ce pari-là, c'est un pari certes pour Stellantis, mais c'est montrer aussi, d'un point de vue industriel, qu'un rapprochement entre égaux réussi, ça fonctionne. Donc moi, je trouve que c'est très excitant. À qui va votre préférence? Non, je rejoins tout à fait. Stellantis aussi. Oui, absolument. C'est vraiment quelque chose de majeur. Sur Renault, pour compléter, il y a un volet quand même dont on n'a pas parlé, mais en 2 secondes. Oui, c'est l'alliance avec Nissan. C'est-à-dire que quand même le groupe Renault-Nissan, qui lui aussi est ultra puissant quand on additionne, même si c'est pas 2 entreprises fusionnées en tant que telles, cette alliance quand même, elle a aussi toute son importance dans l'avenir de Renault. Et là, pour le coup, on attend quand même de voir comment elle va être relancée, cette alliance. Très bien. Voilà, même si elle est effectivement forte, qu'elle existe déjà, on peut lui donner encore une force supplémentaire, une extrapolation. Oui, il faut reconstruire les liens de confiance. Voilà, il faut reconstruire. Il y a des choses à reconstruire, mais elle a une puissance de feu qui est extraordinaire aussi. C'est une vraie valorisation. C'est passionnant ce sujet. On pourrait encore en parler pendant des heures. Je pense qu'on le refera de toute manière sur le plateau de Mobility TV parce qu'il y aura encore de l'actualité aussi bien autour de Stellantis, de Renault ou bien encore des constructeurs français. Merci de nous avoir accompagnés en tout cas. C'était un vrai plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Continuez à nous regarder évidemment et très prochainement sur un nouveau sujet, une nouvelle thématique. Mobility TV, à bientôt.